Croyez-moi, c'est encore un grand mot. Thank you very much, Charles. Thank you. On va encore parler d'espace. Cette fois, on va parler d'Ariane Espace. Ariane, ça vous parle? Eh bien, je suis très heureux de vous dire que nous sommes en lien actuellement, tout de suite, avec Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, en direct. Bonjour Stéphane Israël. Bonjour à toutes et à tous. On va vous voir à l'écran. J'ai mangé le jingle, merci pour la régie. Bonjour, ravi de vous recevoir Stéphane Israël, je suis très heureux. Vous savez que Charles Squeman vient de sortir de cette scène à l'instant. Je suis ravi de pouvoir vous parler. Je suis comme la plupart des gens qui nous regardent, un passionné d'espace. On est tous des enfants quand on parle d'espace et quand on voit ce que vous faites. Tout simplement quand on voit les fusées. Alors vous auriez dû être avec nous aujourd'hui. Mais vous êtes là et vous avez tenu à y être. Pourquoi vous avez tenu à être avec nous et à conserver ce rendez-vous ? Oui, d'abord je vous présente mes excuses parce que je devais être effectivement avec vous aujourd'hui et il n'y a plus de train le matin, donc ce n'était pas possible. Et hier soir, on inaugurait avec l'ensemble des acteurs du spatial français une chaire d'enseignement sur l'espace à l'École normale supérieure. Et j'étais donc aux côtés du CNES, des membres du GIFAS, de Telsat pour inaugurer cette chaire. Alors oui, je voulais particulièrement être avec vous aujourd'hui parce qu'en fait à Grenoble, et plus exactement à Sassenage, il y a des compétences uniques, c'est celle de Air Liquide qui est un partenaire du programme Ariane depuis l'origine, depuis 1979, qui nous a livré plus de 700 réservoirs cryogéniques. Air Liquide, c'est aussi pour nous l'entreprise qui fait l'hydrogène en Guyane, qui fait des lignes cryogéniques au Mureau. Voilà, donc j'aurais aimé être particulièrement là pour notre partenaire Air Liquide qui est essentiel dans le succès d'Ariane depuis tant d'années. Mais vous êtes là et c'est grâce à la tech. Je vous remercie en tout cas infiniment. Merci. On va parler d'Ariane 6 directement. Elle est attendue depuis quelques temps maintenant avec un premier vol annoncé à l'été. Vous me le confirmez, ce premier vol à l'été ? Oui, tous les acteurs sont très confiants. Donc les acteurs du programme Ariane, d'abord c'est un grand programme européen, on en est fiers. J'ai entendu la table ronde précédente, mais on a une valeur ajoutée. Il se trouve qu'on est le seul grand programme européen en matière de fusée. Ariane, c'est 13 pays européens fédérés par l'Agence spatiale européenne, avec l'Agence spatiale européenne, Ariane Group qui est le maître d'œuvre de la fusée, le CNES qui fait ce qu'on appelle le segment sol, le pas de tir. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont très très confiants sur le fait qu'on va pouvoir réaliser ce premier lancement à partir du 14 juin, durant l'été. Il y a eu des étapes très importantes franchies dans le développement récemment. Il y a toute une qualification qui va être mise en œuvre dans les mois qui viennent. Mais les étages vont arriver en Guyane le 21 février. Et oui, on est confiant dans la tenue de cette date. On croise les doigts, mais on est très, très confiant. Bien, la fusée n'a pas encore volé, bien évidemment, forcément, parce que c'est son premier vol, ça doit être très important pour vous. J'imagine qu'à chaque fois, c'est énormément d'émotions et sans doute aussi beaucoup de stress. Mais vous avez déjà signé beaucoup de contrats. Je crois que vous avez signé un des plus gros contrats de l'histoire d'Ariane Espace. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ces contrats, pour quels clients, si vous pouvez nous le dire, parce qu'on est très curieux. Et puis aussi, dans cette question, il y en a une autre sous-jacente. Charles Squeman était là, bien évidemment. Je voudrais savoir quel est votre positionnement et comment vous affrontez cette concurrence nouvelle, privée, celle de SpaceX. Oui, effectivement, on a signé l'équivalent de 30 lancements pour Ariane 6. C'est sans précédent et ça montre d'ailleurs ce qu'on disait à la précédente table ronde, c'est que le marché spatial explose, ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui laisse place à plus d'acteurs. Et donc, effectivement, dans ces 30 lancements, il y a à la fois des lancements pour des acteurs institutionnels européens, pour le programme Galileo de la Commission européenne, pour des satellites militaires français, pour des satellites de météorologie aussi, puisque nous avons lancé 4 Ariane pour des satellites de Metsat, qui est l'opérateur de météo par satellite européen. Et puis, il y a les clients commerciaux. Nos clients, je dirais, plus traditionnels, comme le français Eutelsat, qui a été un des premiers, ou le premier à choisir Ariane 6, l'américain Intelsat, l'australien Optus. Et il y a cet énorme contrat pour la constellation Kuiper d'Amazon. Nous avons vendu en février 2022, d'un seul coup, 18 fusées Ariane 6 pour le programme la constellation Kuiper d'Amazon et on est très très heureux effectivement de ce partenariat qui montre à quel point la fusée Ariane 6 est adaptée aux nouvelles tendances du marché. Alors justement, ces nouvelles tendances du marché, avant qu'on aborde une autre question, elles ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est quelque chose une situation à laquelle il a fallu s'adapter très vite, j'imagine.
Oui, effectivement, vous savez, la fusée Ariane 6, elle est le fruit de réflexions. Je crois que Geneviève Fioraso est dans la salle et elle était ministre de la Recherche au moment où on a décidé de ce programme et elle a joué un rôle important. Et comme le dit souvent Jean-Jacques Dordain, qui était le patron de l'Agence spatiale européenne à l'époque, c'était la meilleure fusée possible au moment où on en a fait le choix. Et effectivement, cette fusée, elle a l'avantage d'être très adaptée aux nouvelles tendances du marché, les constellations en orbite basse qui fait qu'on doit mettre des dizaines de satellites dans la même fusée. Et cette fusée, comme elle est très performante, elle est beaucoup plus performante d'ailleurs que le Falcon 9, vous pouvez mettre beaucoup plus de satellites. Et puis, elle est modulaire, elle a une version avec 2 boosters, une autre avec 4 boosters, ce qui fait qu'elle est aussi beaucoup plus adaptée en réalité qu'Ariane 5 aux missions institutionnelles de l'Europe. J'ai évoqué par exemple Galileo. Mais effectivement, le marché a été, c'est évident, hein, complètement disrupté par l'arrivée de SpaceX. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ariane va non seulement continuer de tisser son fil, de tirer son épingle du jeu, et on va le faire avec nos forces, notre fiabilité, notre sens du client, notre capacité à nous reconfigurer pour nous adapter à des demandes et des besoins nouveaux. Et c'est pour ça qu'on est effectivement maintenant très très impatient qu'elle vole cet été. Ouais, c'est peut-être maintenant qu'il faut dire que Ariane, enfin James Webb, pardon, est en orbite et c'est grâce à Ariane. Et je crois que vous avez effectué un lancement des plus précis de l'histoire de la conquête de l'espace. Oui, et c'est pour ça que là encore, bon, j'ai eu la chance là d'écouter un peu la précédente table ronde. Je crois qu'il faut arrêter de sauter sur sa chaise, comme disait De Gaulle à propos de l'Europe, en disant SpaceX, SpaceX, SpaceX. Et SpaceX, évidemment, est un immense succès. Il y a beaucoup de choses à en apprendre. Donc, il s'agit surtout pas de dire des choses qui n'auraient pas de sens. Mais il faut que les Européens soient fiers d'Ariane. Il faut être fiers de ce que nous avons fait depuis plus de 40 ans. Il faut arrêter avec d'un côté la legacy et les newcomers. Ça n'a aucun sens. On a à la fois besoin de la legacy et on a un besoin plus fort que jamais d'Ariane. Et il y aura des newcomers. Il y avait Latitude, il y a Maya, il y a des Allemands. Et welcome, et tant mieux, et très bien. Et si on veut de la compétition, on l'affrontera. Donc oui, effectivement, il se trouve que c'est Ariane qui a lancé le projet le plus précieux de la NASA, un projet à plus de 10 milliards de dollars, et elle l'a fait avec une telle précision qu'elle a doublé la durée de vie de ce télescope grâce à sa précision d'injection. Et quand, juste après le lancement, les panneaux solaires se sont déployés, eh ben, il y a pas mal de gens qui ont dit mais pourquoi ils se déploient aussi vite? En fait, ils se déploient aussi vite parce qu'Ariane avait été plus précise que ce qu'était disons la norme moyenne attendue. Et là, on a compris ce qui s'était passé, c'est qu'Ariane avait accompli une surperformance qui a joué et qui joue un rôle clé dans l'espérance de vie de James Webb. On a lancé aussi la sonde vers Jupiter, JUICE. On a fait des choses fantastiques et on va continuer de les faire. Alors, on n'a jamais autant parlé d'espace, hein, Stéphane Israël. Les séries TV, il y en a une qui cartonne en ce moment, comme on dit, c'est For All Mankind, cette quête de l'espace revisitée, si les Russes avaient marché sur la Lune avant les Américains. C'est dans l'imaginaire de tout le monde. Mais pourquoi on doit s'intéresser à l'espace aujourd'hui? Parce que ça fait rêver, d'accord, mais en fait, au fond, la question que j'ai envie de vous poser, à quoi ça sert l'espace aujourd'hui? Et demain surtout? Alors effectivement, pourquoi on n'a jamais autant parlé d'espace et pourquoi on a un besoin plus fort que jamais d'espace? En fait, quand vous regardez les grands défis du 21e siècle, il se trouve que l'espace n'est pas la seule réponse, mais que l'espace va être une réponse très importante. Ces défis, c'est par exemple la sécurité. Vous savez que la guerre en Ukraine a commencé avec une offensive des Russes contre certains satellites de Viasat, on a besoin des satellites pour les théâtres d'opération pour notre sécurité. Donc pour la sécurité, satellite. Pour la surveillance du changement climatique, plus de la moitié des variables climatiques essentielles ne peuvent être surveillées que depuis l'espace. On a un très grand programme européen de la Commission européenne qui s'appelle Copernicus, qui est unique au monde et qui nous donne une vraie avance en matière de surveillance environnementale depuis l'espace. Donc pour la surveillance du changement climatique, satellite. Pour la connectivité, on en a dit un mot avec ces grands projets de constellation en orbite basse, avec demain la constellation Kuiper, la constellation OneWeb de Telsat, qu'on a aussi d'ailleurs en grande partie lancée. On va avoir besoin de satellites et les satellites qui avant servaient
beaucoup à diffuser des chaînes de télévision, vont désormais servir à la connectivité universelle pour Internet. Donc satellite, et puis, là, pas satellite, plutôt homme, il y a cette volonté d'exploration, de rêve, il y a tout l'enthousiasme qui a été créé par Thomas Pesquet, et on a besoin de ce dépassement de soi, de ce dépassement laïque, cette espérance que donne l'espace. Et dans un monde qui est traversé par les identités, je pense que d'avoir une espérance commune, c'est quand même un très beau rêve. Et ben là aussi, l'espace est la réponse. Et c'est pour ça, en fait, que quand vous prenez l'aspiration à la sécurité, l'aspiration à la connectivité, la nécessité de maîtriser le changement climatique et une sorte de conquête pacifique, on tombe où on va, ou plutôt on s'envole vers l'espace. Alors Stéphane Israël, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? En fait, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il faut qu'on soit fiers, nous sommes européens, ça fait 40 ans qu'on travaille, mais c'est quand même, l'espace, c'est quand même beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi pas mal de menaces. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'Europe, de vos partenaires industriels, puis j'ai envie de dire de vous-même, Ariane Espace, Espace Group, on a un niveau d'exigence intersidéral, si on peut dire. Ouais. On va commencer d'abord par soi et effectivement, nous, il faut qu'on soit capable de se réinventer, d'écrire une nouvelle histoire, d'être parfois plus rapide, plus innovant et donc on doit effectivement être toujours disposé pour de nouvelles ambitions. Notre maison mère Ariane Group, donc à Ariane 6, elle a aussi, avec le petit lanceur Maya qui est sous sa responsabilité, une volonté de préparer la suite avec une fusée qui sera réutilisable et d'autres acteurs en Europe ont cette ambition, mais je dirais que de notre côté, innover, accélérer. Du côté de l'Europe, je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas baisser la garde, de rester très fier de ce qu'on a fait, d'être aussi capable de se réinventer, mais de bien comprendre que l'espace, c'est pas un supermarché, l'espace, c'est pas un business entièrement privé. SpaceX était présent à la précédente table ronde. SpaceX a reçu des dizaines de milliards, enfin en tout cas bien plus que 10 milliards de la NASA, et c'est très bien d'ailleurs. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'une Europe engagée, d'une Europe qui a des grands projets, d'une Europe qui continue à investir dans l'espace. On a 2 très grands programmes européens, Galileo et Copernicus. Le commissaire Breton veut une constellation souveraine européenne qui s'appelle Iris au carré, Iris Square. J'espère qu'elle va se matérialiser. Mais donc voilà, on a besoin d'une Europe qui a envie d'espace, qui investit dans l'espace et de donc tirer le meilleur de ce partenariat entre le public et le privé, l'industrie. Donc de continuer l'aventure spatiale européenne qui est une aventure qui a eu beaucoup de succès et qui en aura beaucoup d'autres à l'avenir. Alors Stéphane Israël, on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières semaines, même des nouveaux acteurs de l'espace. On ne peut pas nier que des pays qui auparavant ne s'intéressaient pas à l'espace, peut-être parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de maturité dans le domaine, viennent aujourd'hui en concurrence avec vous. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que ce sont réellement vos concurrents? Est-ce que vous les sentez prêts? Est-ce que c'est une menace? Comment vous l'abordez? Comment vous l'appréhendez? Moi, je le vois plutôt comme une opportunité, parce qu'en réalité, cet intérêt, cette appétence croissante pour l'espace, ça crée des nouveaux besoins. Donc, il y a des pays, par exemple, qui se dotent de satellites, et ils ne s'en étaient pas dotés auparavant. Donc, ils ont des programmes satellitaires que nous pouvons lancer ou pour lesquels nous pouvons être en compétition. Le nombre de pays qui maîtrisent la capacité à envoyer des satellites dans l'espace reste quand même assez limité, même si au sein des États-Unis ou en Europe, il y a effectivement de nouveaux acteurs. Après, quand on parle d'un pays, par exemple, comme l'Inde, qui a un très grand programme spatial et très efficace, qu'on dit souvent très frugal, l'Inde a lancé plus de 25 satellites avec Ariane. Et il se trouve que lors de la visite du président Macron chez M. Modi, à l'occasion de la fête nationale indienne, on a rendu public le fait qu'on avait un accord avec nos amis indiens pour faire des offres commerciales communes quand cela fait sens. Donc, concurrence peut-être, mais partenariat possible aussi. On peut aussi avoir une réflexion comme ça avec le Japon qui va bientôt introduire une nouvelle fusée, le H3. Donc, c'est aussi un monde de partenariat. Et les capacités d'un certain nombre d'acteurs peuvent être des capacités que nous mutualisons pour aller chercher ensemble de nouvelles opportunités. En tous les cas, je pense singulièrement à nos amis indiens. Alors, 2 questions. La première, ce sont des questions toutes les deux dans l'imaginaire collectif. La première à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est le tourisme spatial, c'est pour quand? Et la seconde, qui est un peu contenue dans la première, est-ce qu'il reste encore un peu de place dans l'espace? Est-ce qu'il n'y a pas déjà beaucoup trop de choses au-dessus de nos têtes? Oui, alors moi le tourisme spatial, je suis pas un grand fanatique parce que
Si l'idée c'est de passer quelques secondes ou quelques minutes dans l'espace à prix d'or, d'abord ça sera toujours réservé à une élite très restreinte et moi je suis pour un espace démocratique. Donc disons que c'est pas moi ce qui m'habite le plus. Le vol habité, oui, naturellement, et d'avoir des missions de plus en plus lointaines. Je pense pas que Mars ça soit pour demain, très honnêtement, mais on va commencer par la Lune qui est à 380 000 km de la Terre, donc on est dans la banlieue proche. Mars c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc le tourisme spatial m'intéresse moins, je dirais, que le vol habité, notamment que les Européens puissent, le moment venu, faire du vol habité avec Ariane. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez raison, il y a de plus en plus de satellites en orbite basse. Et les chiffres sont assez impressionnants parce que vous aviez en orbite, au total, 1800 satellites en 2018. Vous en avez 9100 en 2023. Vous en aurez 30 000 en 2030. Et donc, la grande mission de notre génération, c'est ce que les Américains appellent le sustainable space, donc l'espace durable. Il va falloir trouver un moyen que l'orbite basse, celle où il y a le plus de projets aujourd'hui, reste durablement praticable. Ça veut dire qu'un satellite, une fois qu'il a fini son travail, il doit se désintégrer et rentrer dans l'atmosphère, et pas, je dirais, squatter, pour parler un peu de façon commune. Ça veut dire aussi qu'on doit avoir une sorte de gendarme de circulation dans l'espace, et ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, envoyer n'importe quoi dans l'espace. Et ça, je crois que pour les Européens, ça sera beaucoup plus dans nos ADN que d'autres acteurs. Et donc, nous devons vraiment être engagés pour un espace durable. Avec Ariane, on va déorbiter l'étage supérieur de la fusée, que vous voyez derrière moi, qui est là. Cette Ariane 6, elle n'aura pas son dernier étage de la fusée qui restera dans l'espace. Cet étage, il fera une rentrée contrôlée dans l'atmosphère. C'est une nouveauté d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5. C'est unique, hein, nos concurrents ne font pas cela. Donc on ne laissera pas de débris derrière nous. Et on doit vraiment avoir cet engagement collectif pour que l'espace ne soit pas un Far West, une zone polluée, et que l'orbite basse soit durablement praticable et que ça soit un bien commun de l'humanité. C'est un travail de très longue haleine. Vous êtes très nombreux sur le programme Ariane Espace. Ça représente combien de personnes aujourd'hui Ariane Espace? Alors la filière Ariane au sens large, c'est à peu près un peu plus de 15 000 personnes à travers toute l'Europe, avec à peu près la moitié qui est située en France. Sur la base spatiale de Guyane, il y a à peu près 1500 salariés. On était hier avec le président du CNES qui disait que l'espace c'était 70 000 emplois très qualifiés dans toute l'Europe. Donc oui, voilà, c'est aussi un des intérêts de ces programmes, c'est que ce sont des programmes qui tirent vers le haut nos compétences, nos qualifications, les métiers de nos ingénieurs. Et c'est évidemment très très important pour l'Europe de rester dans la course. J'ai encore la chance d'avoir 4 minutes avec vous. Il y a une question qui me tient à cœur, c'est cette question du lancement. Et je suis curieux de savoir dans quel état vous êtes juste avant un lancement. Allez, prenons l'exemple de James Webb, vous l'avez dit, 10 milliards. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Stéphane Israël, quand on est à quelques secondes du lancement, dans ces moments-là? Bon, d'abord, je pense que ce qui est important, c'est que ce qui se passe dans ma tête, c'est ce qui se passe dans la tête de tous les contributeurs au succès de ce lancement. Il ne faut pas personnaliser à l'extrême. Et James Webb, ça a été un très grand succès d'Ariane Espace, d'Ariane Group, du CNES, de l'ESA. Et je pense qu'on était à peu près tous dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que c'était vraiment un lancement où l'échec n'était pas permis parce que honnêtement, ça aurait été létal. Si on avait eu malheureusement un problème sur le lancement de James Webb, je pense que nous ne nous en serions pas relevés. Donc, c'est toujours très compliqué quand vous faites quelque chose de vous dire failure is not an option. Et il y a eu une telle émotion, une telle concentration. Bah, je vais vous faire un aveu. En fait, il y a eu beaucoup de larmes au Centre spatial guyanais après ce lancement. C'était en temps de Covid, mais on a un peu enfreint les règles. Et voilà, il y a eu une forme de grand soulagement après. Il y a eu aussi quelque chose qui était très important pour ce lancement, c'est que le directeur de la science de la NASA, Thomas Urburen, qui est d'origine suisse, donc qui connaît un peu les Européens, nous a beaucoup accompagnés. C'était son oiseau à lui, hein, donc c'était normal. Mais il est venu 6 mois avant en Guyane, il a fait un lancement avec nous.
Et il nous a dit, bon, bah, écoutez les gars, voilà, on est maintenant à 6 mois du grand jour. Il va falloir tous les jours y penser, tous les jours s'y consacrer, faire preuve de leadership collectif. On ne va pas se cacher avant la mission parce que de toute façon, il faut que ça se passe bien. Donc, on va aussi tous ensemble communiquer. Et le compte à rebours, il a vraiment commencé 6 mois avant. Et il y a une forme de crescendo et de très, très grand esprit d'équipe. Et c'est ça que je retiendrai, c'est qu'il y a eu un esprit d'équipe exceptionnel avec la NASA. Il y a eu évidemment un esprit d'équipe en Europe exceptionnel. La coiffe est faite par un Suisse qui s'appelle Beyond Gravity. Et en fait, on devait tester des nouvelles modalités de séparation. Donc, il y avait un certain nombre d'innovations aussi sur ce lancement. On s'est tous serré les coudes. On a aussi mis sur la fusée les moteurs les plus performants et les plus précis. Et ça, c'était le choix des ingénieurs d'Ariane Group et d'Ariane Espace. Et voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de concentration, un sens des responsabilités énorme. Et puis après, il y a eu un soulagement. Et puis c'était le jour de Noël. Donc Ariane, vous savez, elle est née le 24 décembre 1979 et James Webb a volé le 25 décembre 2021. Elle est quand même née sous une bonne étoile et c'est pour ça que ça va continuer. Et quand vous regardez ces images, vous y pensez encore à ce lancement? Vous savez, enfin, ce que je me dis, on dit souvent qu'à la fin de sa vie, la dernière minute, il y a tout qui défile. Ouais. Bah, je pense que Webb en fera partie, c'est certain. Je vous remercie infiniment, Stéphane Israël, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, d'avoir pris ce temps dans votre agenda, on le sait, qui est très contraint, et d'avoir tenu à être à nos côtés pour Tech Fest. Il y a plein de jeunes avec nous aujourd'hui, c'était un jour qui leur était dédié. J'espère que parmi eux, il y en aura quelques-uns qui ont envie de tenter l'aventure avec vous, cette aventure européenne dont il faut être fier, c'est ce que je retiens. Absolument. Et je dis aux jeunes, rejoignez-nous. On a besoin de vos talents, aux femmes notamment. On n'a pas assez de femmes dans les métiers scientifiques et d'ingénieurs. On a besoin de vous et c'est vous qui allez écrire l'avenir. Et surtout, je m'excuse de ne pas avoir été là physiquement. C'est moi qui vous dois des excuses. Voilà. Mais c'est magnifique d'avoir été avec nous quand même. Merci beaucoup Stéphane Israël. Ça a été une joie et un grand honneur. Merci.